Donc j'ai fait... Non, pas 70, excuse-moi. Non, j'ai fait 30. Moins que ce que je pensais, d'accord. J'ai fait 30 km avec cette remorque jusqu'ici. RAS. Et c'est le lien, c'est la moto en fin de compte. Exactement. Mais moi, elles sont un peu plus vieilles. Ah oui, et elles sont... bah, tu vas comprendre plein les yeux. Voilà l'explication. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ces machines par laquelle tu veux commencer? Bon, au niveau de la remorque, pas de soucis. Mais j'y suis allé vraiment cool, quoi, par précaution. Ouais. Le camion qui vient de passer, il m'a fait comme ça, là. Il a dû voir la remorque. On n'est pas pressé. Il n'y a personne. J'espère que la caméra est suffisamment bien orientée. Regarde-moi cette vue. Bon. Ça valait la peine. Je suis pas nerveux du tout. Aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un vieux rêve. La première grande étape avec la remorque, préparée par mon ami Christophe. Nous sommes toujours chez lui à Nîmes. L'attelage fabriqué par lui aussi. Tu as dû voir les vidéos précédentes de la série. Si tu ne les as pas vues, je te mets celle sur l'attelage là et l'essai routier de la remorque juste après. Pour le moment, j'ai juste roulé un quart d'heure avec cette remorque. Ça s'est super bien passé. Après l'essai, Christophe a quand même voulu rajouter un renfort latéral sur l'attelage, ce qu'il a fait. C'est pour ça que tu peux voir sur certaines images une petite différence au niveau de l'attelage. Mais bon, tout est prêt. Tout marche. Aujourd'hui, j'ai une étape assez courte et demain, alors pour la vidéo, en fait, la vidéo va nous emmener au minimum jusqu'en Corrèze. Pour aujourd'hui, c'est juste 170 km. Je passe saluer ma soeur qui habite sur les hauteurs d'Alès. Après, j'ai un abonné qui m'attend dans le Gard. Total 170, quelques heures. Tranquille. On a défini une route avec Christophe pour éviter une route qu'il connaît, qui est une petite route à moto. Mais aujourd'hui, la météo, c'est pas ça. Puis la remorque, et j'ai pas l'habitude et tout. Donc je vais prendre un poil plus long, mais beaucoup plus simple. Par contre, comme la météo est douteuse aujourd'hui, ça va, ça vient, je ne vais pas enregistrer le son avec mon téléphone, le bon son que tu as d'habitude quand je roule, c'est avec un micro qui est dans le casque avec mon téléphone. Là aujourd'hui je vais pas pouvoir, donc je te ferai un commentaire par-dessus à certains endroits. Allez, je pars, je mettrai la caméra un peu plus loin. On est parti. Courte pause, je me suis arrêté pour boire un coup, j'ai ma bouteille d'eau là, un peu comme avant. Écoute, jusqu'ici, j'ai dû faire 50 ou 60 km avec cette remorque. D'ailleurs, c'est facile à dire parce que j'ai fait le plein. Donc, j'arrive à tourner la clé. J'ai fait le plein en partant de chez Christophe. Donc, j'ai fait... Non, pas 70, excuse-moi. Non, j'ai fait 30. Moins que ce que je pensais, d'accord. J'ai fait 30 km avec cette remorque jusqu'ici. RAS. Alors, lors de l'essai routier qui a duré peut-être un quart d'heure, moi, en rentrant, j'avais dit que je la sentais un tout petit peu dans les ronds-points qui m'entraînaient, mais très légèrement vers l'extérieur. Excuse-moi, il y a le GPS qui me parle en même temps. Depuis, Christophe a rajouté un renfort. Je vais essayer de te le montrer par le côté. Je ne vais pas montrer ma plaque, mais il a rajouté ça. Et je ne sais pas si c'est son renfort ou si c'est juste moi qui avait une impression. Mais là, dans les ronds-points, que dalle. J'ai plus l'impression qu'elle pèse légèrement vers l'extérieur du virage. C'est à peine si je me souviens qu'elle est là. Je me méfie, je suis prudent. Alors par contre, les petits drapeaux que j'ai mis sont déjà en train de s'effilocher. Il va falloir que je trouve mieux que ça. Ils sont vraiment pas terribles, ces drapeaux. J'en ai en réserve, j'en ai d'autres. Peut-être que les autres, je pourrais les renforcer un petit peu pour éviter qu'il arrive la même chose. Il faudrait que je mette, je sais pas, quelque chose au bout. Mais bon, ça, c'est du détail. Jusqu'ici, c'est tranquille, tranquille, tranquille. Vraiment, écoute, je pense que... Alors, il faut légèrement adapter la conduite. J'ai un petit peu augmenté mes distances de sécurité par précaution, mais au freinage, j'ai pas l'impression qu'elle me gêne, elle me pousse pas. Je me suis arrêté dans des rues en pente, je me suis arrêté sans problème. Il y a peut-être que sur le mouillé, ça pourra avoir une incidence au niveau de l'arrêt, c'est tout, sinon pas de souci. Question d'accélération, je pousse mes accélérations un tout petit peu plus qu'avant, mais pas de beaucoup. Avant, quand elle est chargée comme un mulet, je passais la 5e à 60 et sans chargement, si je veux, je passe la 5e à 50 km/h. Il n'y a que 5 vitesses sur cette machine. La 5e, c'est la démultiplication.
Là, si je veux, je passe la 5e à 60, comme quand elle a été chargée, comme un mulet en fait. Donc jusqu'ici, tout va bien, tout va bien. Alors ce que je vais faire, est-ce que cette caméra est allumée? Je pense que je l'ai éteinte. On va voir. Voilà. Je ne garantis pas que ça soit parfaitement... Vraiment c'est tranquille quoi. Allez, contact. On repart. Je pense qu'avec le temps, là pour le moment c'est tout nouveau, donc je me méfie, j'y pense à la remorque. Mais avec le temps je vais peut-être quasiment... C'est Christophe qui m'a dit ça, il a raison. Elle est plus facile à relever que quand il avait gagné dessus. Je risque d'oublier petit à petit qu'elle est là. Allons-y. Alors je vais me méfier de la sortie de ce parking parce qu'il est un peu défoncé. En fait c'est une ancienne route je pense, hein, ce parking. Alors ce genre de truc, tu vois, j'y vais tout doucement, je me méfie. Même si je pense que je pourrais passer, je vais prendre de la marge. Il y a une camionnette qui arrive, j'aurais pu y aller avec la moto seule. Ça serait sans doute passé avec la remorque, mais... Pour le moment, je prends des marges très larges. Voilà, on passe derrière. Allez, démarrage en côte. Ouais, tranquille. Tranquillo. Quelques petits conseils si jamais tu décides de rouler avec une remorque. Là, au moment où j'enregistre ce commentaire, j'ai dû faire à peu près 7 ou 800 km avec la remorque. Je suis déjà arrivé dans la Sarthe chez ma mère et dans 2 jours je serai à la ferme en Normandie. Disons que je commence à avoir un petit peu d'expérience par rapport au moment où j'ai tourné la vidéo. Ces conseils sont repris dans mon guide pour bien débuter le voyage moto que je viens de mettre à jour. Regarde dans le commentaire épinglé si tu veux le télécharger ou le retélécharger si tu l'as déjà. Alors déjà pour commencer, surtout ne jamais oublier que l'ensemble est plus long que la moto seule, donc dans les manœuvres à basse vitesse quand tu sors d'un stationnement ou quand tu doubles. Pour te rabattre, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et puis aussi une chose à bien avoir à l'esprit, méfie-toi des petites routes, notamment celles où il peut y avoir un fossé sur le côté. Ce n'est pas parce que la roue avant de ta moto a de la marge par rapport au bord droit de la route que les roues de la remorque, dans mon cas c'est une remorque à 2 roues, ce n'est pas parce que la roue avant de ta moto passe que les roues de la remorque passent. Moi la remorque est un tout petit peu plus large que la moto et j'ai très vite compris que quand il faut se serrer et qu'il y a le bord de la route et que peut-être il y a un fossé, il faut surveiller dans le rétro le positionnement de la roue arrière droite, c'est-à-dire de la roue de la remorque, excuse-moi. À part ça, c'est d'une facilité déconcertante à conduire, sincèrement tu oublierais presque qu'elle est là. Les seuls cas où j'ai pu me rappeler, on va dire, que la remorque est là, c'est à 80-90 en côte, mais je parle d'une côte assez accentuée, une côte assez forte. Là, ma moto qui pourtant est un V4 1300 peut avoir un petit peu de mal à maintenir sa vitesse. Et puis, pareil, pour les démarrages en côte, il faut un peu jouer sur l'accélérateur et l'embrayage. À part ça, elle se fait littéralement oublier. Il faut bien penser à allonger tes distances de sécurité, à prendre les virages un peu plus doucement. Sans ça, je pense que tu risqueras éventuellement d'avoir une surprise, mais il faut presque faire un petit effort pour y penser. Avant de continuer vers la suite de mon voyage, et tu verras tout à l'heure, j'ai fait une très belle rencontre totalement imprévue, improvisée. Mais avant de continuer, je tenais à remercier les membres de la chaîne dont je t'affiche les noms ici. C'est en partie grâce à eux que je peux continuer. Si tu veux les rejoindre et avoir de temps en temps une exclusivité, eux ont pu voir la belle rencontre à l'avance. Ça fait au moins 3 ou 4 jours qu'ils ont ce petit extrait de la vidéo. Si tu veux les rejoindre, tu as le bouton, je crois qu'il doit s'appeler rejoindre sous la vidéo. Je te remercie par avance, ça m'aidera à continuer. Je me suis fait saucer en redescendant de chez ma soeur. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'avais prévu de faire un crochet par chez une de mes 2 sœurs qui habite sur les hauteurs d'Alès. Et je savais que là-haut il y avait
en prévision d'abord des averses orageuses, après des orages, à partir de midi. Donc je m'étais dit, je passe la voir en fin de matinée, je file avant l'orage. Je suis reparti, la première averse orageuse arrivait tout juste. Je peux te garantir que ma vieille veste n'est plus étanche du tout. Elle eût été, ça a eu marché, et pourtant avec Christophe hier, on lui a mis un coup d'imperméabilisant dessus, ça n'a pas suffi, elle prend l'eau de partout. Mais comme je m'en doutais, une fois aller sur un plateau sur la hauteur d'Alès, une fois redescendu, je suis descendu à 40 à l'heure, je voulais pas prendre de vitesse. Bon, au niveau de la remorque, pas de souci. Et j'y suis allé vraiment cool, quoi, par précaution. Ouais. Le camion qui vient de passer, il m'a fait comme ça, là, il a dû voir la remorque. C'est peut-être un motard hein, qui est en camion aujourd'hui, c'est impossible. Bref, je suis descendu tranquille à 40 à l'heure, la route était détrempée, il y avait de la flotte dessus, mais pas de souci. Et la remorque, elle se laisse tirer, elle se comporte bien, il n'y a pas de problème. Là maintenant, une fois descendu de son plateau, en quelques minutes, ça s'est arrêté. Tu vois, il pleut plus. Il fait gris, mais il pleut plus. À partir de maintenant, normalement, je ne dois plus rencontrer que des rares averses. Alors la rare averse, si ça se trouve, je vais l'éviter, c'est possible. Ça devrait être beaucoup plus tranquille. Ben, j'ai 2 petites heures de route pour arriver à ma destination, donc chez l'abonné chez qui je vais m'arrêter ce soir. Et demain, on continuera la vidéo en Corrèze. Vu d'ici, là de face, avec les 2 roues derrière, on aurait presque l'impression d'avoir affaire à un trike en fait. Alors j'ai peut-être dit une micro-bêtise en début de vidéo, je crois avoir dit que la personne chez qui je me dirige se trouve dans le Gard. En fait nous sommes dans l'Hérault, si je dis pas de bêtises. On est, je m'assure qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. On est quelque part au nord de Montpellier. Voilà, j'évite de donner les localisations exactes des lieux où habitent les gens qui m'invitent. Quelque part au nord de Montpellier, jolie région montagneuse. Il me reste qu'une quinzaine de kilomètres, on va finir tranquille. Je sais même pas quelle heure il est, mais c'est une étape courte aujourd'hui, comme c'était la première avec la remorque. Allez, on repart. Ça fait un bike, enfin un sacré moment que je cherche un endroit où faire une pause. Il n'y a pas beaucoup. Allez, on repart. Et bien entendu, je viens tout juste d'ôter mes gants d'hiver auxquels je suis plus habitué. C'était bien parce qu'ils étaient étanches, ils sont étanches, mais ça commence à me fatiguer au niveau des poignets. Et c'est au moment où je les enlève, parce que ça fait 1 heure et demie qu'il pleut plus, que je recommence à sentir quelques gouttes. Enfin bon, il n'y a plus que 15 km, je vais les finir avec les gants d'été, ça ira. C'est vrai que je commençais à fatiguer, puis on sent moins bien les commandes avec les gants d'hiver, et c'est un effort supplémentaire en fait, pour... Non, puisque j'entendais une voiture, mais il n'y a rien. C'est un effort supplémentaire pour manœuvrer notamment l'embrayage et le frein. Attention à ne pas me casser la gueule en montant sur la moto, parce que là, si je me casse la gueule, la descente est raide. Alors, je vais laisser en première, on est en... Le casque est attaché. L'angle de la caméra, on va espérer que ça aille. On y va. Doucement. Voilà. Quant à la remorque, elle suit. Il faut limite faire un effort pour pas oublier qu'elle est là. Ah, faut reconnaître, c'est superbe. Par contre, vu la route, je vais mettre une demi-heure pour faire les 15 derniers kilomètres. Je me sens bien. Ça fait partie des choses qui me manquent, ça, dans le sud de l'Espagne, sur Alicante, une petite route comme ça. En plus, l'étape d'aujourd'hui est courte, je suis pas pressé, je vais pas vite, je m'en tape. Je savoure.
Ça me fait tout bizarre là, au niveau des commandes. Maintenant que je suis à nouveau en bandité. Oh, à la bouche. Pas évident là. On voit qu'il n'y a personne en face. T'as pas vu que j'ai débordé sur la voie de gauche. Je me suis fait surprendre là pour le croisement. Ah oui, ça j'avais vu sur la carte. En repartant, j'ai jeté un oeil. Je savais qu'il y aurait une épingle. Ça va. Déprise en première, ça passe tranquille. Je crois que c'est la seule, il me semble. Ouais, là c'est un peu moins dur. Bordure d'arbre, on pouvait s'interrompre un petit peu, il y a une vue sublime à gauche, mais toi tu vas rien voir. Et là, nulle part ailleurs. Voilà, elle est là. Attends, il n'y a personne derrière moi. Je vais m'arrêter une seconde. Avec le nuage sur la montagne, c'est sublime. Il n'y a toujours personne derrière moi. Je peux admirer, et toi aussi, l'espace d'un instant, avant de reprendre notre route. Ah là, plein les yeux. Hein. Camion derrière maintenant, on s'arrêtera plus. Il y a peut-être du pire sur la route là. Je vais s'arrêter ici un instant. Combien est-ce qu'il me reste? 11 km. On n'est pas pressé. Il n'y a personne. J'espère que la caméra est suffisamment bien orientée. Regarde-moi cette vue. Bon. Ça valait la peine. Rien que pour ça. Tu sais quoi? Je vais prendre une photo, ça pourrait faire une bonne miniature pour la vidéo. On va couper là parce que je ne veux pas te montrer où il habite. Je suis presque arrivé à mon étape de ce soir. Mais la vidéo n'est pas finie, hein, la vidéo n'est pas finie. Oups, je viens de constater qu'il manque un petit quelque chose. Mon support n'a pas tenu. Au revoir la caméra. Heureusement c'était une caméra à 50 balles. Ça fait que tu n'auras pas les vues de la remorque dans cette vidéo, malheureusement. Parce qu'elles sont parties avec la caméra. Je suis désolé.
Bon, bah sur ce, moi j'arrive à mon étape, hein, on se retrouve. Ça, c'est pas de la pluie. À mon avis, c'est de la neige fondue. Je suis à 900 mètres d'altitude, j'avais pas prévu de m'arrêter ici, le camping est sympathique, par contre, début mars... Je sais pas si tu vas voir, là, je pourrais faire une capture d'écran, mais... Les températures prévues, nuit, 1 degré. Caille caille. Avec la nouvelle tente, ça aide quand même, je suis bien à l'abri. J'ai mes 6 mètres carrés, c'est pas mal. Encore une grosse galère, enfin qui se termine bien, quelque part qui se termine même très bien. Tu verras dans un moment. Alors, je vais couper le chauffage parce que ça risque peut-être de gêner au niveau de la prise de son. Voilà. Je suis pas où j'avais prévu d'aller. Donc, après la partie que tu viens de voir, je me suis arrêté pour la nuit chez Florent et Florentine, au nord de Montpellier, en gros. On était déjà dans le Massif central, là, c'était joli, entouré de montagnes, pas chaud mais joli. Ça, c'était lundi soir. Mardi, je suis reparti. Florent m'a même proposé de patienter une journée de plus parce que je suis parti sous la pluie, en fait. J'aurais peut-être dû l'écouter. J'ai fait toute la journée sous la pluie. En soi, c'est pas très agréable, déjà. Mon équipement n'est plus étanche du tout. La veste, ça, on le savait, mais il n'y a pas que ça. Le reste, les couvertures pluie, même ma sacoche Q-Bag, la grosse sacoche noire 60 litres, la seule qui soit encore avec le sac à dos sur mon siège passager, elle est plus étanche non plus. Alors, elle a pas pris beaucoup d'eau, mais elle a pris un peu d'eau. Et ça m'a posé un problème pour la suite, tu vas comprendre. Donc j'étais en route, j'avais pas réussi à joindre le camping de Neuvic où je comptais m'arrêter. Tu auras peut-être compris que je n'y suis pas. Tu auras peut-être compris aussi que ceci n'est pas ma tante Lone Rider. On en reparlera dans une autre vidéo. J'ai fini milieu, il devait être 15h. Dans l'après-midi, 15h. Je trouve un endroit où m'arrêter. Je réessaye d'appeler le camping. J'arrive enfin à les joindre. Et là, ils me disent, non, ça a été repoussé. La date d'ouverture, c'est plus le 1er mars, c'est le 15 mars. Donc ce jour-là, on était le... Attends, je vais te dire là. On est le 13. C'était il y a 2 jours. C'était mardi, donc c'était le 11. Le 11, ils me disent on n'est pas ouvert, on ouvre que le 15 mars. Oups, problème. Je contacte Christophe à Nîmes, je lui demande de faire quelques recherches pour moi pendant que j'avance. Et là, je m'aperçois que mon téléphone a perdu de la charge alors qu'il était branché sur la moto. Je tente de le redémarrer, et impossible. Cuit. En fait, cette batterie, à la base déjà, est très très fatiguée. Il y a toute une zone au milieu, je pense, qui est brûlée, entre 20 et 60%. Et pour une raison que sur le moment je n'ai pas comprise, il est tombé en dessous des 60% alors qu'il était branché sur la moto, il chargeait plus. Et j'ai compris après. C'est le froid. Les batteries lithium, ça n'aime pas le froid. Et combiné au fait qu'une grande zone de cette batterie soit abîmée, impossible de le redémarrer sur le moment. Je passe dans une petite ville de montagne, on est dans le Cantal, là, à ce moment-là. J'y suis toujours dans le Cantal. Je vois un panneau camping municipal. Je vais voir, on me dit qu'il est fermé. Je continue, quelques kilomètres plus loin, je vois camping ouvert en hiver. Je vais voir, il était ouvert, c'est celui-ci. Je ne peux pas te dire exactement où je suis, tu comprendras dans une minute parce que j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui habite ici et il veut pas, pour de très bonnes raisons, tu vas voir, il veut pas qu'on sache où ça se trouve. Donc je tombe sur ce petit camping, il est pas très cher, 14,50 € la nuit. Je discute pas, j'avais prévu d'aller dans un camping à 10 € la nuit, j'ai même pas discuté, j'ai pas cherché, ça me va. Seul petit problème, comme tu vas voir là tout de suite, il est à 900 mètres d'altitude ce petit camping. C'est très joli autour, mais c'est pas chaud. C'est pas chaud, même avec le petit chauffage que Christophe m'a donné. Heureusement que je l'ai, le chauffage, et la couverture de survie qui m'aide bien. Là, ce matin, je me suis levé, regarde comment c'était ce matin. Pas chaud. J'avais pas prévu de faire une hivernale. Par contre, j'ai fait une rencontre. Mardi soir, donc j'arrive ici, j'ai pas grand chose à manger à part une boîte de brandade que m'a donné encore Christophe. Mais avec la brandade, il me faudrait quelque chose, un bout de pain ou des chips. Il m'avait dit que ça se marchait bien avec des chips. Je demande à la gérante du camping, elle me dit, il y a une petite épicerie, ils doivent être encore ouverts. J'y vais voir, ils font des pots de pain, mais là, le soir, il n'y avait plus de pain. Je trouve des biscottes et des chips. Je me mange la brandade avec les chips. Et pour trouver l'épicerie, j'ai demandé mon chemin à quelqu'un qui passait dans la rue. Et ce quelqu'un, je l'ai revu le lendemain au café. C'est une épicerie café, c'est une petite boutique où il y a le café et l'épicerie à côté. Donc le lendemain matin, j'y vais, je vais boire un café, puis comme ils font des pots de pain, j'en profite pour prendre une baguette. Je retombe sur la même personne. Et ce matin, encore. Et puis là, ce matin, on se met à discuter. Et je lui dis que je suis nomade avec une moto. Ah,
C'est un passionné de moto, le gars. Et quand je dis un passionné, c'est un vrai de vrai. Tiens, là, je te mets ce que j'ai tourné il y a juste quelques minutes. Et la raison pour laquelle je peux pas dire le village où je suis, tu vas comprendre. Je te mets ça et après, moi, demain, je reprends mon voyage et je te retrouve, bah, mettons, chez Pierre-Yves. Le hasard fait décidément bien les choses et c'est parfois suite à une galère que j'ai fait les plus belles rencontres et puis aujourd'hui encore. Donc il y a 2 jours, je me retrouve par hasard dans un petit village de montagne dans le Cantal, on dira pas exactement où c'est, parce que Paul qui est avec moi et sur qui je suis tombé justement, a une belle collection de jouets pour grands enfants et on peut comprendre qu'il n'ait pas envie qu'on connaisse la localisation exacte. Donc je vais dans le café du village, je demande mon chemin, je tombe sur Paul, on ne se connaissait pas encore. Et au café, je l'ai revu, on a discuté, et il se trouve que... Eh ben, suite à une discussion, j'en ai pris plein les yeux. Alors, bonjour Paul, et puis merci de me faire ce petit tour de ta collection privée. Mais avec plaisir. Ce qui nous a rassemblés, en fin de compte, c'est quand tu m'as parlé que tu étais en moto. Ouais. Et c'est le lien, c'est la moto, en fin de compte. Exactement. Et moi, elles sont un peu plus vieilles. Ah oui, et elles sont... bah, tu vas comprendre plein les yeux. Voilà l'explication. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ces machines par laquelle tu veux commencer? La grosse, là. La Harley? Ouais. Ouais. La Harley avec un side? Alors, c'est une Harley Davidson de 1946 qui a été achetée aux États-Unis. Je l'ai fait rapatrier, elle est arrivée au Havre par container. Et j'ai trouvé le sidecar en France. Ah, les deux n'étaient pas ensemble? Les deux, j'ai acheté que la moto aux États-Unis. Et après, j'ai fait faire alors une peinture, révision moteur et montage du sidecar. Et ça explique que la peinture du sidecar corresponde. Exactement. Tu l'as fait repeindre aux couleurs de la moto. Exactement. Ça lui va très bien. Là, c'est pas tout à fait la couleur d'origine. Elle était toute rouge. D'accord. Et moi, j'ai bien aimé la mettre en bicolore. Donc tu as repeint la moto aussi, avec des petits filets. Mais ça lui va très très bien. J'ai confié ça à un peintre, à un spécialiste. Ça se voit qu'il a fait du beau boulot. Hein. Et celle-là tourne et tu roules régulièrement avec. Alors celle-là, je tourne, je suis assuré, carte grise et tout. Donc celle-là, elle roule. Celle-là, elle roule et je peux faire des centaines de kilomètres, c'est très fiable. Et te rappelle-moi l'année, je sais plus si tu viens de là. 1945 ou 6, on ne sait pas exactement. Et c'est un 1200 cm3. Oh, magnifique. Ah, c'est une fourche à l'ancienne, à ressort. Ouais, on appelle ça une fourche à parallélogramme. D'accord. Avec les ressorts et un petit système de biellette. Et à l'arrière, c'est rigide, il n'y a pas de... C'est un cadre rigide. Il n'y a pas de suspension. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est la vraie cadre rigide. En fin de compte, la suspension, elle est là. C'est la selle, ouais. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais. Superbe. Et pas de démarreur électrique. Ouais, c'est que au kick. Tout au kick. Le kick avec la pédale de vélo comme les débuts, quoi. Voilà le kick. C'est encore, je vais me répéter, mais c'est à l'ancienne. Et elle est juste superbe. Et alors, elle a eu aussi une autre particularité. Ouais. J'ai fait l'échange, c'était une boîte 4 vitesses. Ouais. Et j'ai trouvé un échange avec un gars qui avait 3 vitesses et marche arrière. Ah, donc... Alors, lui... à cause du side. Oui, lui, il était en solo. Ouais. Pour servir de la marche arrière, pas évident. Hein. Mais alors, comme moi j'ai le sidecar, pour manœuvrer, j'ai 3 vitesses à l'avant et j'ai la marche arrière. T'as la marche arrière, oui, parce que reculer avec ça, si t'as pas la marche arrière, oui, effectivement. Ben, s'il faut la pousser, c'est lourd. Il faut se mettre à deux. Quand on est mal garé dans une descente et qu'on ne peut pas partir vers l'avant... Allez, à présent, j'ai une problématique un peu similaire avec ma remorque. Il faut que je fasse attention ou je me gare. Sans ça, je dételle. Voilà. Ensuite, nous avons un petit scooter bleu, un truc original. Alors ça, je l'ai acheté en République tchèque. C'est un gars qui était en vacances, un copain qui était en vacances, qui m'a trouvé ça et qui me l'a ramené. C'est assez original, un petit 175 cm3 de temps, très original. Très très joli. Voilà. Ensuite, on a une moto anglaise. C'est pas la marque la plus connue des anglaises. Ouais. Elle est de 54. C'est une Douglas. Alors, un beau moteur avec c'est qu'un 350 cm3, mais bicylindre à plat qui marche très bien et restauré est à concours. Hein.
Il est à concours. Elle est super. Vraiment, j'ai rien fait dessus, je l'ai acheté dans l'état. Ensuite, une autre belle moto, très recherchée. C'est une moto danoise, c'est la fameuse Nimbus. Le Danemark étant quand même un tout petit pays, pas très industrialisé, ils ont fait qu'une seule moto dans leur passé Ah, c'est la seule danoise. C'est la seule danoise, la seule fabrication qu'ils aient fait. Alors, elle est très moderne pour son année, elle est de 1938. Elle a déjà la transmission par arbre, par cardan. Oui, il est de l'autre côté, on l'aperçoit. Et alors, la grosse originalité, c'est le moteur. C'est un 4 cylindres en ligne. On voit bien là en dessus, oui, pour l'échappement, là, on les voit, les 4 soupapes d'échappement. Et de l'autre côté, il y a les 4 soupapes d'admission. Admission, ouais. Très recherché, très belle moto. Un 700 cm3. 750, pardon. 750. Voilà. Impressionnant. Là, deux petites bricoles. Les gens connaissent le petit Chapi Yamaha, là. Oui. C'est les petits véhicules de plage. C'est peut-être pas un Monkey, mais c'est son ancêtre. Du Monkey, c'est Honda. Ouais. C'est l'ancêtre du. C'est le Chapi. C'est la même idée. Hein. C'est le Chapi Yamaha. Un petit trial rigolo pour mes petits-enfants. Bah pour apprendre. C'est bien ça pour apprendre. Et alors après, une très belle moto française. Ah oui, une fierté nationale, ça. Ouais. Alors ça a équipé les pompiers de Paris, ça a équipé, à l'époque, même avant De Gaulle, l'escorte présidentielle était faite avec des René Gillet. On en voit dans certains vieux films. Alors c'est un 1000 cm3, un bicylindre en V. Toujours avec ses suspensions un peu particulières, là, un parallélogramme avec des ressorts. Ouais, exact. Et équipé d'un sidecar Bernardet. Et j'ai trouvé 2 mannequins à mettre dessus pour la déco. Pour la déco. Mais il lui manque la culotte au gars là. Oui. Faut qu'il trouve quelque chose. Excuse-moi, je vais prendre le side. La plupart du temps, toutes les René Gillet étaient pratiquement attelées avec la marque Bernardet. D'accord. Magnifique. Absolument impressionnant. Et alors ensuite, sur les étagères... Tant qu'on est là, on a des ancêtres là. Fabriqués. Ouais, là on rentre dans la catégorie des ancêtres, c'est-à-dire avant 1920, même si les motobécanes, elles sont de 1923. D'accord. Alors c'est la toute première fabrication motobécane. C'est le type MB1. Alors c'est un 2 temps de 175 cm3, entraînement pas courroie. Alors pas de vitesse, pas d'embrayage. C'est-à-dire quand on arrive à un stop, ça cale. C'est-à-dire qu'une fois que c'est en marche, ça roule quoi. Ça roule. Alors, mais tu arrives au stop, t'as pas d'embrayage, tu peux pas, donc ça cale. Ouais. Hop, et pour redémarrer, ben, tu pédales. Il y a une chaîne comme une chaîne de vélo. Oui, pour entraîner pour le démarrage en fait. Il y a un décompresseur, on pédale sur 3 mètres, ça redémarre. D'accord. Après, la MP2, ils avaient mis une petite boîte de vitesse et embrayage. D'accord. Alors j'ai le modèle femme, pour femmes et ecclésiastiques, avec le cadre ouvert. Là. Derrière, normalement, j'ai les filets. J'ai des filets qui empêchent les robes ou les soutanes d'aller dans les rayons. Oui, parce que sans ça, c'est la chute assurée. À côté, c'est le modèle normal, mais c'est exactement le même moteur, exactement la même construction, le même... voilà. Il n'y a que le cadre qui change. Et le réservoir, évidemment. Et alors là, c'est ma plus vieille. Alors ça, c'est un miracle. C'est une de Ronzière, une vieille marque lyonnaise. Entraînement par courroie, elle est de 1913. Je l'ai trouvée près de Lyon, à Villefranche-sur-Saône. Elle était couverte de fientes de pigeons, on l'a trouvée dans un pigeonnier, elle était dans un état lamentable, mais complète. Elle avait toujours été stockée bien au sec, c'était pas trop rouillé. Alors là, j'ai fait une grosse restauration. Parce que la fiente de pigeon, c'est agressif quand même. Oui. Oui, mais j'ai repeint, moi, j'ai sablé, peinture, les chromes. C'est pas des chromes, en fin de compte, c'est du nickel. D'accord. Avant 1930, c'était plutôt nickelé. C'est après qu'est arrivé le chrome qui, lui, est plus brillant. Et alors, trouver une courroie, mais elle était complète.
Elle était complète. Alors, sablage, peinture, démontage et mise en route. Déjà, rien que le fait de la trouver complète, c'est un miracle. Hein. C'est très important, c'est le plus important. Ça peut être en mauvais état pourvu que ce soit complet. Là, Parce que trouver des pièces pour ça, ça tu peut les être trouves compliqué. pas. Si t'as pas la pièce, faut la fabriquer. Alors, des fois, on fait fabriquer, mais il faut le modèle ou il faut les cotes. Mais il y a pas mal de collectionneurs en France. On serait étonné de... Il faut courir les bourses d'échange, des rassemblements. Et là, avec un peu de chance, j'ai trouvé le pot d'échappement que je n'avais pas. C'est un gars qui avait refabriqué des pots d'échappement pour ancêtres. Tu vois le truc en bas, là, sous le moteur. Ouais, attends. Ça là devant? Ça, Ouais, c'est d'accord, l'échappement. j'avais bien compris. Ça, c'est le pot d'échappement. Ouais, Ah, tu vois le tube qui sort de là-haut. Ouais, d'accord. Je l'aurais pas deviné. Hein. Ah oui, effectivement, qui sort, oui. Oui, Et d'accord. ça, tu me vois toujours bien là? Oui, pas de Il souci. y a une originalité, c'est ça là. C'est un tendeur? C'est un tendeur de courroie. Alors ça sert un petit peu d'embrayage. Ah, parce que C'est-à-dire que si si- tu le désengages. Si c'est détendu, la courroie patine, Ouais. donc la moto n'avance plus. Et alors j'ai une manette là, toi qui tire. Et alors tac, ça tend la courroie et la moto D'accord. avance. Ah ouais. C'est Ouais, d'accord. une forme d'embrayage. Oui, parce que si c'est détendu, effectivement. D'accord. Et ça c'est un 4 temps. Déjà à l'époque. Là c'est des 2 temps, ça c'est un Ouais. 4 temps. D'accord. Un 4 temps avec soupape automatique. La soupape d'admission est automatique. Ouais. Et la soupape d'échappement, elle est commandée comme par un poussoir, quoi. D'accord. Alors le carbu vient couvrir directement au-dessus de la soupape, et c'est une soupape avec un petit ressort. Et allumage par magnéto. Comme les avions. Ouais. Les vieilles motos, il n'y avait pas encore de bobine haute tension et de dynamo. Il y avait ce système de magnéto. Donc D'accord. il n'y a pas besoin de batterie pour... Ouais, tu peux, En tu pé- pédales et ça démarre. En pédale, tu as de l'étincelle, ouais. Ouais. Eh ben, absolument Voilà ce que magnifique. je peux dire. Et puis j'ai aussi une moto plus récente, un sidecar en restauration. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est une moto quand même assez diffusée aussi en France et bien sûr en Italie. C'est la Moto Guzzi, la California 2, type 2. Parce qu'après il y a eu California 3. Ouais. Je crois qu'elle doit être de 90 ou 12, avec un très beau sidecar. C'est le sidecar, non, c'est pas un Cobra, c'est un, si, je me rappelle plus. C'est quoi la marque? C'est fabriqué dans la Sarthe. Ah, pas de chez ma mère. Goliath, c'est un Goliath. D'accord. Un Goliath à 2 places. Ah oui, exact, il y a 2 places. Ouais. Oui, il est large. Hein. Il est très large. L'empattement de ce véhicule, c'est l'empattement d'une petite voiture. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça vaut l'empattement d'une voiture. Hein. Ouais, voilà. Superbe. Voilà mes quelques ferrailles. Et- Alors j'en ai une autre très très belle, mais qui est pas là, qui est en restauration. D'accord. C'est une américaine aussi achetée aux États-Unis, et c'est une Indian. Alors l'Indian était la marque concurrente de Harley à Ouais. l'époque. Elle est magnifique cette Indian. C'est une Indian originale de la première époque. Alors pareil, 1945 ou 6, Et c'est juste comme avant l'Harley. C'est juste avant qu'ils boivent la tasse. C'est le bicylindre. Ah oui, mais ils sont repartis. Ils refabriquent depuis quelques années Indian. Oui, je sais, mais ils ont été rachetés. Mais ce que j'appelle l'Indian originale, c'est celle vraiment des débuts, quoi. Des débuts, oui. Alors, pas des tout débuts, parce que c'est comme Harley, ça a démarré en 1903, 4 ou 10. À peu près à la même époque, oui. Moi, elle est d'après-guerre, c'est un 1200 cm3, c'est le modèle Chief. Ah, une Indian Chief, d'accord. Chief. Ouais. C'était leur modèle phare, ça. Ouais, phare. Il y avait eu la Scout en Ouais, 750, un peu plus petite. et plus petite, et la Chief qui a un gros 1200. Pareil, vitesse à la main, machin. Alors, le truc que je fais faire, c'est que j'ai trouvé un Hollandais qui a fabriqué un système démarreur électrique. Ouais. Ah, elle était coquille à l'époque. Elle était coquille. Et un 1200 au Et alors, c'est ok, gros, hein. oh, C'est gros. on s'y crève. Hein. Je fais 62 kilos, hein, c'est un peu dur. Hein. Ouais, L'Harley, 1200. j'arrive à la démarrer. Hein. Mais c'est Et la Indian, t'es toute plus dur. une technique. Ouais. Non, mais
Démarreur électrique pour l'Harley, ça se trouve pas, ça n'existe pas. Ouais. Mais il y a un gars qui a fabriqué pour la Chif. D'accord. Donc j'aurai peut-être plus de plaisir à la sortir plus souvent. Ça sera plus Parce facile. que je sais que je vais pas m'épuiser à démarrer. Parce qu'alors, quand tu la rates, c'est 10-15 coups de kick. Ou alors elle part au deuxième coup. Une question de coup de chance, quoi. Ah, faut pas les rater. Faut bien les connaître. Trop de starter, pas assez de starter, toi, c'est... Je sais que c'est difficile à démarrer. C'est malicieux. Et t'as encore, sur celle-là, t'as encore l'avance à l'allumage manuel ou pas? Pareil. Ouais. J'ai les deux poignées. Et sur l'Harley aussi, oui. Oui, je parlais de la Harley, mais la Harley... Les deux, c'est pareil. Il y a deux poignées tournantes. Ouais. Une pour l'accélérateur et l'autre qui décale la tête d'allumage ouais. et c'est une avance manuelle. Ouais. Est-ce qui complique d'autant plus oui, parce que si tu mets pas assez d'avance, ça démarre mal. Si tu en mets trop, tu as des retours de kick, tu peux te péter une cheville. Eh oui, forcément. Parce que quand tu as des retours de kick avec un 1200, avec un gros moteur, oui, ça peut faire mal. Quand ça te rentre dans la jambe, ça te rentre bien dans la jambe. Ouais. Voilà. Eh bah écoute. Mais toi, je rayonne les roues aussi. Ah oui, bah tu fais tout, j'imagine. Sauf pour la grosse mécanique, je suis pas mécano, moi. Je monte, je démonte, je nettoie, je gratte. Pour ce qui est de la peinture, pour sortir une belle peinture, je fais la préparation. Ouais. Ponçage, apprêtage, et j'amène pratiquement prêt à peindre. Ouais, tu le confies à un pro. Pour que ça coûte moins cher. Et là, je confie à un pro parce qu'ils ont des cabines, ils ont la bonne température. Ils ont le faire. Ouais, parce que tu peignes ici, t'as la poussière, t'as le machin. Je sais, j'ai fait. Donc c'est pas terrible. Pour avoir un bon résultat, je fais peindre par un pro. Mais je fais les préparations. Des heures et des heures de ponçage. On a vu ce que ça donne sur la Harley et c'est réussi. Hein. Ouais, elle est pas mal. Bon bah Paul, merci beaucoup de ton invitation. Eh ben de rien, ça m'a fait plaisir. Bah moi aussi, du coup je regrette pas d'avoir été bloqué ici. Bon, eh ben écoute. Ce fut un plaisir, merci. Merci à toi. Beau pays, mais froid pays en mars, le Massif central. J'espère que tu as apprécié la petite balade, grosse galère d'aujourd'hui. Alors on va s'arrêter là parce que sinon j'ai peur que la vidéo ne fasse trop long avec toute la partie que tu as vue avec Paul, du coup qui n'était pas prévue à l'origine. Donc il y aura une vidéo supplémentaire dans cette série. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que il y a toute une série sur l'attelage, la remorque et après il va y avoir ma nouvelle tente. On n'est pas au bout de l'aventure. Et puis après ça il y aura encore d'autres choses, je sais pas encore quoi, mais on n'est pas au bout, je te rassure. Moi pour le moment je suis à nouveau en route, mais donc ça sera pour la deuxième partie de cette vidéo. Ça se passe bien, si ce n'est que j'ai les mains limite violettes cramoisies à cause du froid parce que mes gants d'hiver n'ont pas totalement séché. En attendant, si cette deuxième partie est déjà sortie, je te la mets juste là. Et si elle n'est pas encore sortie, je vais te mettre, tu sais quoi, le tour du désert des Bardenas que j'ai fait il y a tout juste 1 an avec mon ami Laurent, que je vais revoir là et que j'aurai sans doute l'occasion de te présenter dans la fameuse deuxième partie. Salut et à bientôt.